le chercher. Un peu de silence s'il vous plaît. Merci énormément à tous d'être venus aussi nombreux pour Monsieur le Président de la République, Monsieur François Hollande, qui revient au berceau à Rouen. La conférence elle va se dérouler telle que suit. Il y aura un mot de Monsieur le Président Lyon, président de l'Université de Rouen. Ma collègue présidente Noémie Le Petit prendra la parole pour lancer la première question et à la suite, c'est vous qui poserez les questions. Donc je cède la parole à Monsieur Laurent Lyon, président de l'Université de Rouen. Merci beaucoup. Monsieur le Président de la République, alors messieurs les présidents de l'association Méridio, le président national et le président de l'antenne rouennaise, madame la vice-présidente de l'association Méridio, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les étudiants, mesdames et messieurs. Tout d'abord, un grand merci à l'association Méridio. En particulier à son antenne rouennaise. Alors, j'avais écrit 80 adhérents, je viens d'apprendre que la barre des 90 adhérents est maintenant dépassée. Donc, merci à son président de l'antenne locale, M. Jean-Charles Lefloc-Jouy, d'avoir choisi l'Université de Rouen pour organiser cet événement comme lieu de débat. Alors, au regard des objectifs, au regard des valeurs de l'association, du thème de la conférence, au regard, bien entendu, de son conférencier, vous imaginez que ma décision a vite été prise quand vous m'avez sollicité pour organiser à l'université, dans les locaux de l'université, cet événement. Bien entendu, ça a déjà été fait, présenter l'association Méridio, ses objectifs, ses valeurs, ce qui est mis en œuvre. Mais ce que je voudrais dire, c'est que nous partageons ensemble un point fondamental, c'est celui de voir les jeunes, qu'ils soient majorité d'entre vous étudiants universitaires ou pas, s'engager en tant que citoyens, s'engager dans la vie institutionnelle, qu'elle soit locale, qu'elle soit nationale ou qu'elle soit internationale. Bien entendu, je tiens à exprimer mes très sincères remerciements à Monsieur le Président de la République pour sa présence ici aujourd'hui. Votre volonté de dialoguer directement avec la jeunesse démontre l'importance que vous accordez à son engagement, l'engagement de cette jeunesse, à sa voix dans la construction de notre société. Alors, vous êtes ici chez vous, vous êtes un natif de Rouen, mais je peux vous dire que nous sommes très très honorés de vous accueillir, Monsieur le Président, et que, à notre échelle, nous puissions participer à ce débat collectif. Alors, vous accueillir à Rouen, nous vous accueillons en particulier ici dans ce campus Pasteur. Je tiens particulièrement à cette notion de campus. L'université, ce sont 6 campus. Ici, au centre de Rouen, ce campus Pasteur regroupe 4 composants, 2 départements de l'IUT de Rouen, l'IAE, Institut d'administration des entreprises, l'IPAD, Institut de préparation à l'administration générale, et l'UFR de droit, sciences économiques et sciences politiques. Ce sont pas moins de 6 000 étudiants. Alors, je ne sais pas si vous aviez ce chiffre vous qui venez sur les bancs de ces amphithéâtres. Donc c'est une communauté d'environ 6 000 étudiantes et étudiants qui sont accueillis tous les jours dans ces lieux. C'est également 3 laboratoires de recherche. Et ce que je tiens à dire, c'est
c'est que, outre ces missions de formation, de recherche propres à l'université, ces campus, c'est aussi un lieu propice pour votre épanouissement et votre engagement en tant qu'étudiant. L'université, c'est 35 000 étudiantes et étudiants inscrits. C'est une communauté universitaire qui est particulièrement diversifiée, qui est très dynamique, et nous essayons à notre niveau, avec mon équipe au sein de la présidence, eh bien de vous encourager, de vous inciter à participer à la vie associative, la vie culturelle, mais aussi la vie sportive. 55 associations étudiantes à l'université, alors bientôt une 56e avec l'association Numéro 2, j'espère. Donc 55 associations étudiantes qui animent, qui dynamisent, qui organisent une multitude d'événements et qui donc vous offrent diverses opportunités pour que vous puissiez vous épanouir dans ce que j'appelle cette vie de campus. Alors, il y a un message à faire passer, inscrivez-vous. Si ce n'est pas encore fait, inscrivez-vous dans une de ces 55 associations étudiantes. Vous verrez, c'est beaucoup plus passionnant, c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus valorisant que la saison 10 de votre série préférée. Alors, cette conférence, elle aborde un sujet essentiel, la jeunesse française entre engagement et abstention. Alors, vous me direz pourquoi ce choix. Cette question que vous posez, messieurs les présidents de l'association Galileo, eh bien, et à laquelle, monsieur le président de la République, eh bien, vous allez débattre et apporter des réponses, eh bien, c'est également une préoccupation d'un président d'université que je suis. Je vous l'ai dit, 55 associations étudiantes à l'université. Pourtant, quand on regarde les résultats des élections étudiantes pour les conseils de l'université, élections qui ont lieu en 2022, donc les élections pour le conseil d'administration, la commission de la recherche, la commission formation et vie étudiante, 5 à 10%. Un peu plus de 3 000 étudiants sur 35 000 inscrits. Pourquoi ce décalage entre un engagement dans la vie associative, un dynamisme et un apparent désengagement dans la vie institutionnelle? Je prendrai un autre exemple. 2024, les Jeux Olympiques. 2024, élections européennes, en juin prochain. Notre université fait partie d'une alliance d'universités européennes, 10 universités dans 10 pays européens. Cette alliance s'appelle Ingenium, c'est un vrai succès. De nombreux étudiants sont déjà allés dans ces 10 universités. Les personnels aussi sont mobilisés pour aller dans ces universités. Et puis, quand on regarde la volonté, l'attrait aussi des étudiants pour aller faire les stages Erasmus, c'est toujours aussi important. Pourtant, vous savez, Monsieur le Président, le taux de participation aux élections européennes est particulièrement faible, 50%, mais surtout quand on regarde les 18-24 ans, quand on regarde les jeunes, c'est environ 25%. Encore une fois, un attrait pour l'Europe, un engagement pour l'Europe, mais un désengagement de la vie institutionnelle, ou en tout cas une abstention importante. Alors je terminerai mon intervention, encore une fois, en vous remerciant, en
en remerciant d'être aussi nombreux, d'être présents, en remerciant l'association Méridio, en remerciant Monsieur le Président de la République, et puis aussi tous ceux qui participent à rendre possible cet événement, à organiser d'un point de vue logistique cet événement. Donc je vous souhaite à toutes et à tous un excellent moment de débat, d'échange. Je sais qu'ils vont être passionnants, peut-être passionnés, et donc concernant cette jeunesse française pour laquelle nous sommes particulièrement investis. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le Président Marc Candela, Président national de l'association Méridio, chers amis, chers étudiants. L'association, je pense que vous avez été présenté à de nombreuses reprises et pour beaucoup d'entre vous, notamment par moi et par ma collègue coprésidente Noémie Le Petit. Je ne vais donc pas rappeler ce qu'est Méridio, mais elle est avant tout une notion de partage. Une partage aujourd'hui entre vous, étudiants de l'Université de Rouen, et Monsieur le Président Hollande, ancien Président de la République et ancien Rouennais, natif de Rouen. Le but de l'association, c'est que vous puissiez échanger avec le Président de la République ici présent. On sait que c'est très compliqué pour vous de prendre la parole devant non seulement autant de personnes, mais encore en plus devant un ancien Président de la République. Donc ne vous en faites pas, Méridio est là pour vous faciliter la tâche. On va introduire la première question et je cède la parole à ma collègue coprésidente de Rouen, Noémie Le Petit. On parle beaucoup d'abstention, notamment chez les jeunes, chez qui les taux sont souvent les plus élevés. Vous qui avez été président de la République, concrètement, qu'est-ce que vous avez fait pour remédier à ce phénomène ? Bon, d'abord, je remercie le président de l'université, l'association Méridio, de me permettre de retrouver ma ville natale. J'y suis né, donc j'y ai fait mes études. J'ai même fait mon service militaire, autant il y avait un service militaire. Et donc c'est toujours une joie, une curiosité même de retrouver la ville de Rouen, que j'essaye de soutenir autant que je peux pour ses résultats sportifs, sans énormément de succès, il faut bien le dire. Je réponds donc à la question et je répondrai à toutes les interrogations que vous pouvez avoir ou les interpellations. Sur la participation des jeunes aux élections, c'est vrai qu'il y a une distorsion entre une participation qui reste très élevée pour les catégories les plus âgées de la population et une abstention significative pour les jeunes. Je donne juste un chiffre pour l'élection présidentielle, qui est regardée comme le scrutin le plus décisif pour l'avenir donc des jeunes. Le taux de participation des moins de 25 ans est, pour la dernière élection, de 67%. Pour la catégorie d'âge supérieure à 75 ans, la participation est de 87%. Donc si nous restons dans cette configuration, il n'est pas impossible de penser que les thèmes qui sont ceux des personnes les plus âgées de la société seront forcément ceux des candidats à l'élection présidentielle. C'est-à-dire, vous les avez déjà, la retraite, qui est un élément très important pour les actifs, mais aussi pour les inactifs. La question du soin pour les personnes âgées, on a beaucoup parlé des EHPAD, à juste raison. Voire même aujourd'hui, on parle beaucoup de la fin de vie, ce qui quand même pour vous n'est pas forcément le sujet principal. Donc on voit bien qu'il y a, compte tenu de cette sociologie électorale, du fait que d'abord la majorité du corps électoral a plus de 50 ans, et en plus les participations sont d'autant plus élevées qu'on s'élève en âge. Donc il est très important que les jeunes non seulement s'inscrivent sur les listes électorales, mais viennent voter. Sur la question de l'inscription sur les listes électorales, comme président, j'avais fait en sorte que ce soit quasi automatique. Mais il y a encore quelquefois des difficultés, parce que, par définition, les jeunes changent souvent de domicile,
sont étudiants à un moment, puis ensuite entrent dans la vie professionnelle, votent encore au domicile de leurs parents. Donc on peut maintenant changer de bureau de vote, y compris peu de temps avant l'élection. Mais il ne suffit pas de faciliter l'inscription des jeunes sur les listes électorales pour qu'ils aient envie de voter. Il faut qu'ils y trouvent un sens, un intérêt. Or, aujourd'hui, la jeunesse se sent très minoritaire dans la population. Elle l'est d'ailleurs. Mais elle voit que ce n'est pas forcément ses engagements, ses priorités qui sont retenus. Prenons l'exemple de l'environnement, de l'écologie, de la planète, qui est sûrement, pour une génération comme la vôtre, le sujet qui est non seulement d'actualité, mais qui vient fracasser un certain nombre de destins pour les décennies qui viennent, ou la question de l'insertion, de l'intégration, de la participation à un destin commun, qui est aussi une volonté que les jeunes expriment. Par ailleurs, il y a des sujets qui, depuis que je ne suis plus président, se sont installés, notamment après la crise sanitaire, Covid, où on a vu ce qui avait été imposé, et notamment à la jeunesse, c'est-à-dire une période de confinement, d'isolement, et on sait qu'il y a aujourd'hui de plus en plus de difficultés, paupérisation d'une partie de la jeunesse, mais aussi troubles mentaux qui sont liés à cette période d'isolement. Donc il est pour moi toujours nécessaire de faire de la jeunesse la priorité de toute action présidentielle. Même si la partie de l'opinion qui est la moins sensible à ces questions-là peut être la plus importante en termes quantitatifs. Sur ce que j'ai pu faire, puis après je vous laisserai la parole, ce qui me paraissait le plus important, parce que j'avais pris la jeunesse comme priorité majeure de mon quinquennat, ce que j'avais voulu, c'était d'abord renforcer les moyens de l'école, et on avait créé 60 000 postes. Ce que j'avais voulu, c'était augmenter le nombre d'étudiants qui puissent être accueillis dans les universités, et je constate que ça a été finalement suivi des faits. Mais faut-il encore lutter contre l'abandon, contre ce gâchis qui consiste à inscrire des jeunes en première année et ensuite ne pas les retrouver en deuxième ou en troisième année. Et puis nous avions aussi créé des emplois d'avenir, parce que c'était une période de chômage élevé, et je pense que nous allons revivre des situations de chômage plus significatives que par le passé. Donc il est très important de pouvoir offrir un premier débouché professionnel, qui ne soit pas l'apprentissage ou l'alternance, mais qui puisse être un contrat à durée déterminée, puis ensuite indéterminée. Et enfin, j'avais considéré que le service civique pouvait être une des réponses justement à cette question de l'engagement. Le service civique, c'est ce que l'on peut faire à la fois pour soi-même et pour les autres. Et je trouvais assez frustrant qu'il y ait plus de jeunes qui voulaient faire un service civique que d'offres qui leur étaient proposées. Et ce serait encore une question tout à fait d'actualité, parce que je pense que nous pouvons accueillir beaucoup plus de jeunes en service civique que nous ne le faisons aujourd'hui. Enfin, j'avais créé un chantier qui s'appelait « La France s'engage », précisément pour soutenir des initiatives associatives innovantes. Tout à l'heure, le président de l'université soulignait la vitalité du mouvement associatif en France. Il y a beaucoup de problèmes en France liés précisément à l'affaiblissement des partis politiques, le peu de considération à l'égard des corps intermédiaires, syndicats et autres. Mais il y a malgré tout encore une vitalité associative, une créativité. D'ailleurs, vous en êtes souvent à l'initiative. Donc il est très important que l'État, c'était dans la période où j'étais moi-même président, puis après, quand je ne l'ai plus été, il a fallu qu'on crée une fondation pour soutenir les initiatives innovantes. Et je ne peux que vous appeler à avoir cet engagement. C'est vrai qu'il ne suffit pas. Ce n'est pas parce qu'on va être dans la vie associative que le pays va changer. Mais à une échelle, il peut être corrigé, modifié, amélioré, bonifié, si je puis dire. Mais à un moment ou à un autre, l'engagement associatif, il doit passer à une autre étape, qui peut être l'étape politique. Faut-il encore qu'il y ait des partis politiques pour vous donner cette inspiration? Mais on va ici en parler. Donc c'est bien que vous puissiez, vous, ici, évoquer les questions de jeunesse, parce que, malgré tout ce que j'ai dit, une partie de la population, même si elle peut avoir ses propres difficultés, pouvoir d'achat, accès à la santé, problèmes aussi liés au vieillissement ou à toutes sortes de manques qui
peuvent exister, elle a encore le regard tourné vers les jeunes. C'est toujours en parlant des jeunes qu'on peut convaincre les autres. Si on parle simplement de ceux qui sont les plus âgés et qui peuvent avoir de justes revendications, même pour ces personnes-là, ce n'est pas un horizon possible. La différence entre un jeune et un moins jeune, c'est que vous avez une espérance de vie plus grande que le moins jeune. Donc c'est un avantage dont vous n'avez pas idée combien il est précieux. Et à mesure que moi-même, je ne suis plus jeune, je me rends compte tous les jours. Donc vous avez plus de chances que beaucoup de ceux qui se plaignent de la jeunesse au prétexte qu'elle n'est pas engagée. Si, la jeunesse, elle s'engage, mais pour des causes qui sont générales, pas simplement pour une cause générationnelle. C'est ça qu'il faut expliquer à un pays. On doit évoquer son problème, non pas comme étant un problème catégoriel ou un problème personnel, mais pouvant être celui de tout le pays. C'est ainsi qu'on se fait comprendre. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour cette première question. On va passer aux questions de la salle, mais avant tout, je voulais juste rappeler un petit truc. On a fait une petite surprise pour vous, Monsieur le Président. Il paraît que vous êtes de Rouen, vous êtes né à Rouen il y a quelques années maintenant, et vous avez fait un petit passage au collège-lycée Jean-Baptiste de la Salle. On a une classe complète qui est juste là, qui vous fait la surprise de venir vous voir, et la première question sera posée par un élève de Jean-Baptiste de la Salle. Alors bonjour Monsieur le Président, je suis Arnaud de Barnier, un élève de Gilet. Et j'aimerais vous poser une question, car de ma génération, certains sont très intéressés par la politique, mais n'ont malheureusement pas la chance de pouvoir voter. Par exemple, les élections européennes qui sont cet été, certains ne peuvent pas y participer, parce que beaucoup aiment pas. Et donc j'aimerais savoir, est-il une bonne idée de baisser l'âge du droit de vote à 16 ans, voire même moins? Bon, les jeunes de JB sont toujours plus pressés que les autres, je vois, même de pouvoir voter. En Belgique, pour les élections européennes, le droit de vote a été abaissé à 16 ans. Je me suis moi-même posé la question, est-ce que c'est, pour les élections européennes ou pour tout autre scrutin, est-ce que c'est une bonne initiative? À condition, je répondrai, qu'il y ait un enseignement civique et citoyen qui soit à la hauteur. Voter, c'est prendre une décision, pas simplement pour soi-même, mais pour l'ensemble de la nation, voire même pour l'Europe. Donc il est très important de savoir exactement ce que son vote va changer ou à quoi il correspond. Donc il ne peut y avoir de droit de vote que s'il y a cette formation qui, convenons-en, n'est pas dispensée partout dans tous les établissements scolaires de la même manière. Deuxièmement, accorder un droit de vote à 16 ans, pourquoi pas si au moins à 18, on vient voter. Quand j'étais donc écolier à Jean-Baptiste, le droit de vote, c'était 21 ans. Le droit de vote était 21 ans. Et notre grande revendication, c'était de pouvoir l'abaisser à 18 ans. C'est le président Giscard d'Estaing, qui s'en est repenti après, qui a abaissé le droit de vote à 18 ans. Parce qu'à l'époque, les jeunes, ils votaient à gauche. Donc, quand est arrivée l'élection de 1981, celui qui avait abaissé le droit de vote a été battu. Mais il ne faut pas toujours faire des choses au prétexte que ça peut servir. Il faut faire des choses parce qu'on pense que c'est utile, et il a fait œuvre utile en abaissant le droit de vote. Mais à l'époque, ça a voté à partir de 18 ans. Et je peux vous dire que la participation était très élevée. Donc pourquoi pas, à ces deux conditions, une formation, une exigence de pouvoir comprendre ce qu'est l'enjeu du scrutin, éviter que ce soit les catégories les plus favorisées qui viennent voter, parce que c'est un peu ce qui se passe. Si on ne donne pas des éléments aux établissements qui sont les moins dotés, qui sont les moins favorisés, bah pourquoi les jeunes de ces établissements iraient-ils voter? Donc ça suppose d'avoir vraiment une exigence de démocratie. La démocratie, c'est pas spontané, ça s'apprend aussi. J'étais même moi favorable à ce qu'il y ait, c'est trop tard pour vous, une épreuve du bac qui soit sur les questions d'institution, de citoyenneté et de compréhension des enjeux électoraux. Souvent, je vais devant des assemblées d'étudiants comme ça, et je leur dis, est-ce que vous connaissez un article de la Constitution? Réponse, le 49.3, généralement. J'ai devancé votre réponse. Mais il n'y a pas que le 49.3 dans la Constitution. Donc, il y a, de mon temps, ce n'était pas le 49.3 qu'on citait,
C'est l'article 16, parce que l'article 16, c'était les pleins pouvoirs pour le président de la République. Ça nous faisait peur. Sauf quand je suis devenu président de la République, ça m'a rassuré, mais autrement, ça pouvait faire peur. Donc la Constitution, ça s'apprend. Et dans tous les lycées, on devrait apprendre la Constitution. Non pas tous les articles, mais enfin les principaux. Qu'est-ce que fait le président de la République? Qu'est-ce que fait le Parlement? À quoi sert le gouvernement? Etc. De manière à ce qu'on puisse voter utilement. Lorsque moi-même j'ai été candidat à des élections, je l'ai été très tôt, les citoyens auxquels je m'adressais, j'étais en Corrèze, ils connaissaient tout du fonctionnement d'une assemblée départementale, du fonctionnement d'un conseil municipal, et ils votaient massivement. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que beaucoup de citoyens, de citoyennes connaissent ce qu'est l'élection départementale, comment on procède à ce scrutin, et ensuite ce seront les compétences des régions ou l'intercommunalité. Donc c'est pour ça que c'est important d'apprendre. Et c'est curieux d'ailleurs que dans notre système scolaire, on apprend beaucoup de choses qui ne serviront pas forcément, vous vous en rendez compte maintenant, et qui, en fait, on n'apprend pas ce qu'est la vie en commun. Or, la vie en commun, c'est l'essentiel pour toute une existence. Donc voilà pourquoi je réponds à la question, oui, à certaines conditions sur l'abaissement du droit de vote. Autre question. C'est toujours Jean-Baptiste, mais il faut faire attention. Guillaume, là-haut, t'en es là-bas. Guillaume, là-haut. Vous battez pas. Oui, je vous vois. Je m'appelle Juliana, je suis en deuxième année de sciences politiques, je viens du Brésil. Et chez moi, le vote est facultatif à l'âge de 16 ans à 18 ans, et dès 18 ans, ça devient obligatoire. Et donc, pour les défenseurs du vote obligatoire, cela force à ce qu'il y ait une espèce de majorité au moment de voter, au moment du choix politique, ce qui garantit d'une façon un peu trop pragmatique la légitimation du choix qui a été fait. Et malgré ça, la majorité de la population, nous le savons, ne vote pas forcément de façon politiquement critique. Qu'est-ce que vous pensez de cette oxymore qui présente le vote obligatoire d'un point de vue philosophique? Qu'est-ce que ça représente pour vous? D'un point de vue philosophique, j'aime pas les obligations. Donc le vote, ça doit être un choix, le choix de venir voter, le choix de ne pas venir voter, parce que pour une partie des électeurs, il peut y avoir délibérément la décision de ne pas venir voter. C'est une abstention, d'une certaine façon, qui a du sens, critique. Alors, pour lutter contre cette forme d'abstention, il a été proposé qu'il y ait le vote blanc qui puisse être reconnu, de manière à ce que tous ceux qui ne sont pas contents de l'offre qu'il aurait proposée puissent venir quand même voter et prendre un bulletin qui signifie que précisément l'électeur ne se reconnaît dans aucune proposition qui lui est faite. Ensuite, le vote obligatoire supposerait qu'il y ait une sanction en cas de défaillance. Vous ne venez pas voter, on vient vous chercher. Bon, vous voyez le problème. On ne va pas poser une contravention à tous ceux qui ne sont pas venus voter, qui viendraient d'ailleurs avec des mots d'excuses. J'ai été souffrant ce jour-là, je n'ai pas pu me rendre au bureau de vote, je vous prie de m'excuser auprès de... etc. Non, je pense que cette formule-là, qui donne l'impression qu'on va contraindre, n'est pas conforme à mon idée de la démocratie. Ça ne veut pas dire que dans plusieurs pays, vous avez cité le Brésil, mais en Belgique, en Italie, le vote est obligatoire. Mais quand on regarde, on s'aperçoit qu'il y a quand même des gens qui ne sont pas venus voter. Et on ne leur fait pas pour autant grief. Voilà, la réponse, c'est que le vote doit être une envie. D'ailleurs, quand on y réfléchit bien, il y a tellement de pays où on ne peut pas aller voter comme on veut, qu'on devrait se dire que chez nous, au moins, on a cette liberté. C'est quand même mieux d'avoir des élections en France, comme elles sont, ça ne préjuge pas du résultat et de notre préférence, qu'une élection en Russie. Je me suis d'ailleurs posé la question, pourquoi ils organisent encore des élections en Russie? Parce que si Vladimir Poutine voulait montrer qu'il est très populaire, notamment dans un contexte international que vous connaissez, et avec ce qu'il a produit, c'est-à-dire la résurgence d'un nationalisme qui va jusqu'à chercher à conquérir son voisin. À ce moment-là, s'il n'avait aucune crainte sur l'issue du scrutin, pourquoi ne
n'organiserait-il pas des élections avec des vrais concurrents? Mais comme il les enferme, dans le meilleur des cas, et comme les candidats qui se sont présentés contre lui étaient en fait des comparses, c'est vrai, on se dit, mais pourquoi il y a des élections? Dans beaucoup de pays, il y a quand même moins d'élections qu'il y en a dans des pays démocratiques. Donc, nous devons défendre le principe du pluralisme, de l'élection libre, et revendiquer ce choix. Et ça suppose qu'on soit content ou pas content, comme on dit, du système politique, de venir voter et de faire en sorte que la démocratie, au moins, s'en sorte gagnante. Bonjour Monsieur le Président, je m'appelle Charlotte, je suis étudiante en 3e année de licence de droit. Tout à l'heure vous avez parlé que si les jeunes s'abstenaient parfois de voter, c'est parce que les sujets ne les concernaient pas vraiment. Vous avez parlé par exemple de la fin de vie, du droit à mourir. Mais alors moi je vais parler de l'engagement des jeunes dans des causes qui ne les concernent pas forcément. Je voulais savoir votre avis là-dessus. Pour illustrer mon propos, je vais vous parler par exemple des jeunes qui avaient été manifestés contre le projet de loi de la réforme des retraites. Alors qu'à nos âges, on n'est même pas vraiment dans la vie active, et que d'ici à ce qu'on soit à la retraite, il y aura des nouveaux quinquennats, des nouvelles réformes qui passeront certainement. Donc je voulais savoir ce que vous pensiez des jeunes qui s'engagent dans des causes qui, pour l'instant, ne les concernent pas. Je les félicite, parce que c'est quand même important de se dire que le fondement même des régimes de retraite, c'est quoi? C'est la solidarité entre générations. Il ne peut pas y avoir de financement des retraites de demain si les générations, les vôtres, ne cotisent pas en fonction du travail, du salaire que vous allez obtenir. Donc c'est par vos propres contributions, par vos propres cotisations d'aujourd'hui, enfin de demain, que vous financez la génération qui va partir à la retraite. On n'a pas toujours cette idée-là à l'esprit. On pense qu'il y a une caisse, que les gens ont cotisé, que ça a été mis en réserve, et puis on leur verse. Souvent, c'est ce que disent d'ailleurs les personnes qui partent à la retraite. Avec tout ce que j'ai cotisé, ils ont cotisé, mais ils ont cotisé finalement pour qu'on verse la retraite de leurs parents. Donc c'est pour ça que c'est important que les jeunes se disent, oui, ce sujet-là nous intéresse, puisque nous sommes, nous, les cotisants d'aujourd'hui qui vont faire les retraites de demain. Alors avec l'interrogation aussi, que vous avez d'ailleurs évoquée, est-ce que j'aurai moi-même une retraite? Oui, il faudra que donc, la génération qui vous suivra cotise et participe au financement général de la sécurité sociale, en l'occasion, ce qu'on appelle les régimes de répartition. Deuxièmement, même sur la fin de vie, bien sûr que c'est un sujet qui, pour l'instant, vous paraît lointain, mais moralement, philosophiquement, c'est un sujet qui mérite quand même toute notre attention. Savoir comment on termine son existence et savoir si on doit tolérer toutes les souffrances quand on a une maladie incurable. Ça fait partie des sujets de société qu'on doit regarder. Donc moi, ce que je demande à chaque génération, c'est de regarder tous les sujets, même si nous ne sommes pas aujourd'hui concernés. Une société, une nation, elle a besoin d'avoir cette compréhension mutuelle des sujets des autres. Par exemple, sur la question du droit au mariage pour les homosexuels, que j'ai moi-même fait voter, ou même pour la question de la préservation du droit à l'IVG. Ce sont des questions qui intéressent une partie de la société. En fait, ça nous intéresse tous, parce que c'est un principe de liberté, un principe d'égalité, et qui doit nous mobiliser. Et c'est ça qui est aujourd'hui peut-être en cause dans la vie politique. C'est qu'il y a, peut-être que les réseaux sociaux y sont pour beaucoup, une forme de combat minoritaire qui s'ajoute les uns aux autres. Alors qu'il n'y a pas de combat minoritaire. Tout combat minoritaire, même s'il concerne une partie de la population, doit intéresser la majorité. Donc nous devons, et je vous remercie d'avoir posé la question, porter notre attention sur des revendications qui aujourd'hui ne sont pas forcément les nôtres, mais qui nous concernent nécessairement. Alors on va peut-être prendre plusieurs questions à la fois, comme ça vous serez plus nombreux à poser des questions. Vas-y Quentin, commence. Bonjour, je m'appelle Pierre Quentin et je voulais vous poser une question par rapport aux représentations politiques des jeunes en campagne.
Dans la campagne d'où je viens, et je pense dans beaucoup d'autres campagnes, les seuls représentants politiques qu'on ait eus sont des représentants du RN, et ce qui peut traduire d'une trahison envers d'autres mouvements politiques comme le Parti Socialiste ou d'autres, et qui pourrait traduire d'un absentéisme aussi des jeunes en politique qui se sentent plus représentés. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi cet abandon des campagnes par les politiques et comment on pourrait le résoudre? Merci. Alors, on va peut-être prendre 2-3 questions, peut-être une série de 3. Allez-y. Merci d'avoir venu vous déplacer ici. Ma question, c'est dans la lignée de mon camarade. Donc on observe qu'il y a de plus en plus de jeunes qui s'orientent vers les extrêmes, que ce soit à gauche ou à droite, ou surtout à droite quand même. Et est-ce que ça traduit un désintéressement des jeunes de la politique qui se sont plus représentés, comme on l'a dit, ou alors c'est la politique qui désintéresse eux, et donc il ne reste plus que les extrêmes vers qui se orienter? Ensuite. Bonjour Monsieur le Président, je m'appelle Roland. Il y a 24 ans, Martine Aubry a fait voter les 35 heures et vous l'avez été en tant que député. Que pensez-vous de la semaine de 4 jours sur 32 heures? Est-ce que ça permettrait, vous avez parlé en propos liminaire d'un engagement associatif, est-ce que ça permettrait un engagement associatif plus fort pour les jeunes et pour les moins jeunes? Une 4e question, et puis après on y va. Il n'y en a pas? Si. Une devant. Quelqu'un de JB encore. Bonjour Monsieur le Président, je m'appelle Raphaël. Et alors, on avance souvent que s'il y a une abstention, c'est parce que les jeunes ne se sentent plus représentés. Pourtant, on voit des élus et des représentants de l'État de plus en plus jeunes, je pense à notre président, au premier ministre actuel. Et aussi, on a un certain pluralisme politique en France. On peut faire naître des partis de partout, pour n'importe quelle cause. Tous les sujets sont traités, notamment les sujets qui intéressent les jeunes que vous avez évoqués, comme l'environnement. Et pourtant, cette abstention continue d'augmenter. Alors, est-ce que cette non-représentativité, elle explique vraiment l'abstention? Ou alors, c'est un facteur comme un autre et le désintéressement des jeunes pour la politique irait au-delà de cela? Bon, d'abord, sur la représentation de la ruralité. Moi, j'ai été longtemps élu dans un département rural et il y avait des clivages politiques qui étaient ceux de la droite et de la gauche, sans que l'extrême droite trouve sa place. Qu'est-ce qui a pu, ces dernières années, conduire une partie de ceux qui vivent dans l'espace rural à aller dans les votes au moins intermédiaires vers l'extrême droite? Sûrement qu'il y a eu une désaffection à l'égard des grands partis, ceux qui étaient supposés les représenter. Mais il y a un autre phénomène qui est plus lourd, c'est qu'une partie de cette population a considéré qu'elle était oubliée, qu'elle était invisibilisée, qu'elle était écartée. Il y avait une part de réalité, manque de présence de services publics essentiels, déserts médicaux, qui à mon avis est le facteur premier, parce que là aussi, dans une société où l'égalité et les droits sont proclamés, quand on vous dit que vous avez le droit à la santé, qu'on a le meilleur système de santé du monde, mais que pour avoir un rendez-vous chez un spécialiste, il faut plusieurs semaines, voire même plusieurs mois, et lorsque vous ne pouvez pas trouver un médecin généraliste à proximité, vous considérez qu'on vous a menti, que la promesse républicaine n'a pas été tenue. Il y a eu aussi le sentiment que tout allait vers les métropoles, à tort ou à raison, que les services essentiels étaient dans les grandes villes et moins dans l'espace rural. Et puis, il y a eu aussi un certain nombre de populations, de jeunes ou moins jeunes, qui n'étaient pas du secteur rural, mais qui sont venus habiter, ne pouvant plus rester nécessairement dans les grandes villes, ou voulant trouver peut-être un meilleur bien-être, un meilleur cadre de vie, et qui constatent, ce qui est indéniable, que l'accès aux services est moins facile dans une zone rurale que ça n'était dans un centre urbain ou dans une banlieue proche. Donc il y a une frustration qui est beaucoup plus grande.
En plus, la population dans le milieu rural n'est plus tout à fait la même que celle qu'il y a 20 ans on pouvait rencontrer. Il y a des gens qui ne se parlent plus, qui ne se reconnaissent plus. Il n'y a plus la vie précisément associative qui unissait un certain nombre de catégories ou de générations. Autrefois, le comité des fêtes, le comité des écoles jouaient un rôle important. C'est moins vrai aujourd'hui. Donc, frustration, sentiment d'abandon, délaissement, absence de services publics essentiels, mobilité, problème majeur dans les espaces ruraux, on l'a bien vu avec les gilets jaunes, et donc le coût pour les transports, tout ça peut générer une colère. Donc quand il y a des colères, c'est jamais un problème dans une démocratie, la colère. Ça fait même partie de ce qu'est le droit d'interpellation, l'envie de changer. Eh bien, il faut qu'il y ait des partis politiques qui précisément puissent être des débouchés pour la colère, offrir des propositions, des solutions. Et le vote d'extrême droite est apparu comme un vote non pas de solution, mais d'exaspération. Donc la responsabilité, ce n'est pas simplement les citoyens qui dérivent vers ce type d'extrémisation, c'est que les partis, les grands partis politiques, qui jouaient d'ailleurs un rôle d'encadrement dans ces espaces-là, les élus locaux, les militants, eh bien, ayant laissé la place, quand on laisse la place, elle est prise. Et c'est ça qui, à mon avis, crée aujourd'hui cette tentation du vote extrême, même si pour beaucoup d'agriculteurs, aujourd'hui, voter pour des listes souverainistes pour des élections européennes, alors même que la politique agricole commune est quand même un grand acquis et que le tiers de cette politique agricole commune retourne vers la France, c'est vrai que c'est paradoxal, mais peut-être aussi parce que les conditions d'application de la politique agricole commune ne sont pas satisfaisantes, on l'a bien vu dans les mouvements récents. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas diaboliser ce qui se produit, c'est pas dire vous êtes responsable de cette dérive-là, mais il faut donc redonner un cadre d'explication, une présence, assurer un service à cette partie de la population en secteur rural qui se sent oubliée, et puis apporter des services, la culture, l'école, tout ça fait partie de ce qui doit être donné. Alors la représentation politique aussi pour les jeunes, c'est également tout à fait évident. Quand les partis politiques, ceux qui structuraient le débat, ici en France, pendant des années, des décennies même, la gauche, la droite, quand ces partis-là se sont abîmés, se sont à un moment posé même la question de leur devenir, la nature politique comme le reste, elle a horreur du vide. Et donc ça a donné, pour beaucoup de jeunes, qui n'ont pas forcément une culture politique ou une histoire de ce qu'est l'extrême droite. Aujourd'hui, dans ma génération, l'extrême droite, c'était Jean-Marie Le Pen. Alors il y a toujours la famille Le Pen, ça ne vous a pas échappé. Mais il y a une autre façon de se présenter. Il y a moins de provocation. Dire c'est pas simplement vrai de l'extrême droite en France, c'est vrai de toutes les extrêmes droites qui, au départ, sont dans une forme de radicalité, puis ensuite, lorsque le pouvoir s'approche, peuvent être, sans que ça change moins que ce soit de leurs idées, sont dans une forme de normalisation ou de banalisation. Ce qui fait que, pour certains jeunes, voter extrême droite, ça ne fait pas de référence historique. Vous leur parlez de Pétain, vous leur parlez du père Le Pen, vous leur parlez de la guerre en Algérie, pour eux, c'est tout à fait lointain. Parce que là aussi, la politique, c'est une culture, c'est un apprentissage, c'est une connaissance, c'est une transmission. Le rôle des partis politiques, c'était de transmettre. C'était de dire, voilà ce qui s'est passé dans l'histoire, voilà ce que l'on peut proposer pour l'avenir, et voilà ce qu'est notre action pour tout de suite. Donc quand ce travail n'est pas fait, les extrêmes progressent. Alors, il y a aussi la mondialisation, une Europe qui paraît lointaine, qui ajoute à une forme de retour à des frontières nationales. On serait mieux si on était chez nous, on serait mieux s'il n'y avait pas des étrangers, on serait mieux si on protégeait nos frontières. C'est ça le discours. Quand il y a autant d'angoisse, autant de peur de la guerre, peur des mouvements migratoires, peur d'un climat qui se dégrade, quand il y a de la peur, il y a deux réactions possibles face à la peur. Soit on se replie, on s'enferme en se disant ça ne viendra pas jusqu'ici, soit on essaye d'avoir un sursaut, on conjure la peur, qui, comme chacun sait, n'écarte pas de danger, mais en plus, nous devons trouver des réponses. Et des réponses qui nous soient communes. Quand c'est l'Europe qui peut agir, c'est quand même mieux, y compris sur la question migratoire. Quand c'est sur les questions
d'industrie, c'est quand même mieux qu'on puisse le faire avec un certain nombre de partenaires. Quand c'est des questions qui touchent à notre propre identité, c'est mieux qu'on y réponde, nous, dans un cadre national. Mais c'est cet éclairage qui doit être donné. En plus, il y a les réseaux sociaux qui jouent beaucoup. Vous êtes sans doute des pratiquants, des croyants, je ne sais pas, mais des pratiquants sûrement. Mais on voit bien que c'est plus facile pour les populistes d'exprimer non pas leurs idées, leurs figures quelquefois, leurs selfies le plus souvent, sur les réseaux sociaux, que de faire comprendre quelle est exactement la réalité de leur programme. Donc voilà pourquoi d'ailleurs partout, pas simplement à cause des réseaux sociaux, partout on voit le populisme qui monte. Il y a une forme de nationalisme outrancier qui s'impose. Après, c'est chacun, et vous en particulier dans votre génération, de faire le clair sur ce que l'on peut vous proposer et de savoir ce qui est favorable, non pas simplement à vous, mais au pays, et qui peut être au contraire inquiéter. Et ça, vous aurez l'occasion de le voir dans les prochaines élections. Ensuite, sur la semaine des 4 jours, dès qu'on a parlé de la réduction du temps de travail, l'idée des 4 jours est arrivée, donc il y a 20 ou 25 ans. Aujourd'hui, c'est possible de le faire. Dans les accords d'entreprise, on peut décider de faire 4 jours. J'ai vu qu'au niveau de l'État, on voulait aussi faire 4 jours. Alors après, est-ce qu'on fait 4 jours sur la base de 35 heures de durée légale? On fait 4 jours en abaissant la durée légale. Si on abaisse la durée légale, à ce moment-là, on a ce qu'on avait connu avec les 35 heures, la question du renchérissement des coûts, le problème de savoir si les entreprises peuvent le supporter ou pas. Et puis le risque que ça bloque les salaires. Mais en tout cas, même avec les 35 heures, on peut organiser la semaine sur 4 jours, mais pas partout. C'est d'ailleurs un des problèmes, des difficultés qu'on rencontre. C'est-à-dire que pour une partie de la population, celle qui est dans les bureaux, celle qui peut travailler à domicile aussi, avec le télétravail, celle qui peut avoir une activité de recherche, les 4 jours sont possibles. Mais sur une activité productive, c'est déjà plus compliqué. Sur une activité de commerce, c'est plus compliqué, sauf à multiplier les équipes. Donc c'est pour ça que ça peut se faire dans certains secteurs, ça peut se faire pour certaines catégories, mais ça ne peut pas se généraliser. Dernière question. Oui, les jeunes en politique, ça je ne pense pas que... Enfin, je ne peux pas me mettre à votre place, mais on ne vote pas pour un jeune. Ça n'existe pas, ça. On vote pour une idée. Elle peut être incarnée quelquefois par une personne jeune, d'autres par une personne qui l'est moins, mais on vote d'abord pour des idées, on vote d'abord pour des causes, on vote d'abord pour des propositions. Le reste, c'est une communication. Vous pouvez dire, comme Biden, vaut mieux voter pour quelqu'un qui a de l'expérience. Mettons-nous à sa place. On y sera bientôt, donc mettons-nous à sa place. C'est mieux de dire, vous voyez, j'ai l'âge que j'ai, mais je vous apporte de l'expérience. D'accord? Mais quelles sont vos idées? Il en montre d'ailleurs des idées. On peut être jeune en disant, voilà, j'ai tout le dynamisme qui correspond à mon âge, mais voilà mon idée. Et pour les jeunes, enfin, comme pour les autres, on ne vote pas simplement pour la figure. Même si une figure compte, elle doit toujours compter. Il y a toujours besoin d'une incarnation. Mais on vote d'abord pour un sens, un programme, une démarche, une volonté, une cause. Et quand la politique n'a plus de cause, alors forcément, elle n'a plus que des visages. Mais la politique, c'est d'abord des idées, de la pensée, de la réflexion, et donc du travail. Beaucoup de partis politiques sont fatigués parce qu'ils ne produisent plus rien. Quand vous ne produisez plus rien, il est rare que vous ayez des électeurs. C'est comme pour toute activité humaine. Donc il faut aller chercher des idées nouvelles ou recycler des idées anciennes, mais il faut avoir des causes. Et ce sont ces causes-là qui donnent envie d'aller voter. On ne vote pas contre. Tout à l'heure, on parlait de l'extrême droite. Ça ne suffira pas de dire « je ne veux pas de l'extrême droite ». Sans doute. Mais qu'est-ce que je veux? C'est ça qui compte. C'est voter pour, pas simplement contre. C'est voter pour quelque chose ou pour quelqu'un qui va nous dépasser, qui va nous emmener. Et pas simplement pour conjurer le pire. Il faut voter pour le meilleur. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ok. Bonjour, on a 20 minutes. Merci de venir ici à Rouen. Je m'appelle Arthur et je suis étudiant en première année de droit ici même. Je souhaiterais savoir ce que vous pensez du fait que les socialistes dirigent aujourd'hui les grandes institutions françaises et qui influent grandement sur la politique nationale.
Je pense notamment au Conseil d'État qui est présidé par Laurent Fabius, qui a été Conseil constitutionnel. Conseil constitutionnel, qui a été député et Premier ministre socialiste. Donc Conseil d'État, avec à sa tête Didier Taubuteau, qui a dirigé les cabinets ministériels de ministres socialistes. Je vois encore la Cour des comptes, présidée par Pierre Moscovici, qui fut député et ministre socialiste. Il a également dirigé votre propre campagne présidentielle en 2012, alors qu'aux dernières élections présidentielles, le Parti socialiste n'a représenté que 2% des voix. Ne serait-ce pas un frein à notre démocratie représentative? Ne serait-ce pas contraire à la volonté du peuple français? Mais c'est pas des élections, le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, Cour des comptes, ce sont des nominations qui sont faites quelquefois par des présidents de gauche, quelquefois par des présidents de droite, ou par des présidents du centre. Prenons quelques exemples. Le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a longtemps été présidé par Jean-Louis Debré quand j'étais président de la République. Jean-Louis Debré, pour ceux qui sont de Normandie, il a été député d'Évreux, il a été président du groupe RPR de droite de l'époque et président de l'Assemblée nationale. Et j'ai jamais considéré que la présence de Jean-Louis Debré était, pour ce qui me concerne, un empêchement sur le plan démocratique. Il pouvait, en tant que président du Conseil constitutionnel et avec son collège, prendre des décisions qui, quelquefois, ne me convenaient pas. Par exemple, j'avais fait une taxe pour prendre une part des rémunérations de ceux qui gagnaient plus d'1 million d'euros par an, une taxe à 75%. Cette taxe a été annulée par le Conseil constitutionnel. Je n'ai pas considéré que c'était une mise en cause de la démocratie, même si le Conseil constitutionnel était présidé par une personnalité de droite, enfin supposée de droite. Ensuite, pour le Conseil d'État. Alors, le Conseil d'État, ce n'est pas le président de la République qui nomme, même s'il nomme à la fin, c'est un membre du Conseil d'État qui se retrouve avec un principe hiérarchique proposé pour être à la tête du Conseil d'État, et le président de la République, généralement, ratifie ce choix. Ce n'est pas parce que vous avez été dans un cabinet ministériel. Avant, il devait y avoir un autre président du Conseil, vice-président du Conseil d'État qui avait pu avoir un autre parcours administratif. Ça ne posait aucun problème. Quant à la Cour des comptes, que ce soit présidé par quelqu'un de droite ou de gauche, il est d'abord un magistrat de la Cour des comptes qui doit en référer à un collège. Donc voilà, il faut distinguer donc ce qui procède du suffrage universel et qui doit se retrouver dans les assemblées au niveau du président de la République et du gouvernement, et de ce qui procède d'une formation administrative, même si le Conseil constitutionnel n'est pas une formation administrative, mais aujourd'hui, les membres du Conseil constitutionnel sont majoritairement nommés par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat et par le président de la République. Et aujourd'hui, Laurent Fabius doit être le dernier socialiste présent au sein du Conseil constitutionnel, même s'il le préside. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Ce Conseil constitutionnel, ce n'est pas le président qui décide, c'est son collège qui décide. Et c'est bien qu'il en soit ainsi. Heureusement qu'on a des juridictions. C'est comme si on disait, voilà, il y a un tribunal ici, le président du tribunal vote à droite ou vote à gauche, je ne veux pas aller devant le tribunal parce qu'il est partisan. Ben non, on doit accepter l'autorité judiciaire, et quelles que soient les sensibilités politiques de ceux qui rendent la justice. Donc voilà pourquoi je pense que votre question ne peut pas être traduite sur le plan politique, en disant, ben voilà, vous faites tant % aux élections, vous avez le droit à tant de % dans les instances administratives. Heureusement que non. Quand je suis arrivé comme président de la République, il y avait des directeurs d'administration qui avaient été nommés par mes prédécesseurs. Ben, on ne va pas dire, puisque vous avez été nommé par mes prédécesseurs, il faut laisser la place. Donc c'est ça aussi, l'impartialité de l'État, l'indépendance de la magistrature sont des valeurs très fortes pour un pays, pour sa cohésion. Voilà, rassurez-vous. Bonsoir. Oui. Je suis enseignante. D'ailleurs, en EMC, histoire-géographie, on enseigne les institutions et on enseigne l'importance des élections. Voilà. Ma question est la suivante. Pensez-vous que l'attitude du pouvoir vis-à-vis des mouvements sociaux puisse expliquer le désengagement des citoyens, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes? Je vous remercie. On va prendre plusieurs questions alors. Vas-y. Bonjour Monsieur le Président, je m'appelle Émilie, j'ai 20 ans. Et en 2012,
jusque-là. En 2012, j'ai moi-même célébré votre victoire aux élections présidentielles. Cependant, votre mandat vous a ensuite été reproché pour avoir causé une fragmentation du PS et un désenchantement du jeunes de gauche envers la politique, ce qui vous a entraîné vers l'extrême droite notamment. Je me demandais si vous reconnaissez une responsabilité dans cela ou si vous pensez que c'était plus une cause autre. Merci. Aux questions, je répondrai, bien sûr. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le président. Oui, bonsoir. Permettez-moi de vous présenter la bienvenue ici à l'Université de Rouen. Merci. Et ensuite de présenter mes remerciements à vous et à l'association Médio pour cet honneur que vous nous avez fait. Ça nous va tout à cœur et nous nous en rappelons toujours. Moi, c'est M. Fall, étudiant en deuxième année à l'Université de Rouen-Normandie. J'ai un peu parcouru votre ancienne vidéo et il me semble qu'en 2012, lors d'un débat télévisé avec le président sortant Nicolas Sarkozy, vous avez donné votre typologie de président. Une fois que les Français et Françaises vous donneront leur voix au soir du scrutin, je cite, je serai le président de la justice, je serai le président du redressement, je serai aussi le président du rassemblement. Fin de citation. Et vous avez eu à prononcer aussi sur la confiance en disant que, je cite, la confiance est indispensable à l'action publique. Aujourd'hui, j'aimerais savoir, maintenant que vous n'êtes plus président de la République de France, est-ce que pensez-vous que cette confiance c'est totalement ancrée dans l'ADN de la jeunesse française dont nous parlons aujourd'hui? Si oui, comment se manifeste-t-elle? Sinon, quels sont les facteurs bloquants? Merci. Très clair. Ensuite, oui. Bonjour Monsieur le Président, merci de votre présence ici. Le président de l'université a très justement souligné le paradoxe qui existe entre un engagement associatif qui est fort, qui plaît encore, et le désengagement de la jeunesse des institutions. Un désengagement peut-être qui réside en des institutions qui semblent pour la jeunesse inefficaces, qui sont même inefficaces dans leur fonctionnement, et inefficaces quand même on regarde parfois les résultats qui sont produits par ces institutions. Il y a ce doute certain qui est présent chez les étudiants quant à la capacité du système à répondre aux problèmes qui se posent. Partant de ce constat, Monsieur le Président, la question serait la suivante: est-ce qu'on doit envisager une totale refonte des institutions de la Ve République pour réengager les jeunes et les remettre au cœur d'institutions en lesquelles ils croient? Merci. Dernière question, après, vas-y. Bonjour Monsieur le Président. Durant votre quinquennat, avec votre ministre Najat Vallaud-Belkacem, vous avez mené la réforme du collège, mettant à mal les matières telles que le grec, l'allemand et le latin. Nous, futurs enseignants, comment pouvons-nous à nouveau faire confiance en vous, la politique, qu'elle soit de gauche ou de droite, alors que cette réforme a été vécue comme une trahison et un mépris par le corps électoral des enseignants? Je vous remercie. Je ne savais pas qu'il y avait autant de défenseurs du latin et du grec, mais je ne doute pas que vous aurez à cœur de vous mettre à niveau quand cette proposition sera rétablie. Je réponds tout de suite sur le fait qu'il n'a jamais été question de supprimer le latin et le grec. Il a été question de faire qu'il puisse y avoir des options qui puissent être ouvertes et que pour dans les enseignements de collège, toutes les formules puissent être proposées. Et qu'il y avait quand même, par des filières qu'on connaît très bien, qui s'inscrivaient pour les classes de grec et de latin dans les établissements, pour suivre quel enseignement et avec quelle sélection sociale. C'était ça l'enjeu. Et d'ailleurs, quand on remet aujourd'hui les classes de niveau, c'est la même procédure, c'est le même processus. Il ne s'agit pas d'abaisser le niveau d'enseignement, il ne s'agit pas de niveler. Il s'agit d'offrir aussi toutes les propositions. Et celles qui veulent faire du grec et du latin, pas de souci. Ça peut se faire. Mais ça peut aussi se redéployer pour qu'il puisse y avoir dans des classes d'autres options qui soient proposées. Et je ne pense pas qu'il
je vais vous donner le fond de mon sentiment. J'apprécie tout à fait le grec et le latin, mais je vais vous donner... Vous voyez, ça commence à... Et je comprends tout à fait qu'on puisse non seulement s'y intéresser, mais s'y passionner et donner des enseignants de très grande qualité pour cette matière, pour ces matières. Mais comme président de la République, j'aurais mieux fait d'apprendre plus l'anglais que le latin et le grec. Sur le rapport du pouvoir avec les mouvements sociaux. Est-ce que le fait de ne pas donner droit aux revendications, on a parlé des retraites, ou aux mouvements sociaux qui se sont exprimés aussi différents que les Gilets jaunes ou d'autres, même sur les agriculteurs, est-ce que le fait de ne pas donner droit à ce que demandent des mouvements puissants et qui méritaient d'être entendus, est-ce que ça explique la désaffection politique? Non. Ça devrait même plutôt d'avoir renforcé l'engagement politique. Pourquoi? Parce que quand on n'obtient pas satisfaction sur le plan social, alors que les syndicats étaient très présents dans notamment la contestation de la réforme des retraites, la logique aurait voulu, ce qui ne s'est pas produit, la logique aurait voulu qu'il y ait un réengagement vers la politique. Faut-il encore qu'il y ait des partis qui puissent accueillir les revendications ou les insatisfactions qui sont nées des mouvements sociaux. Le fait qu'il y ait eu parfois une répression assez sévère de ces mouvements, est-ce que ça a conduit les jeunes à s'écarter de la politique? Au contraire, ça aurait dû les amener à demander peut-être une autre conception des rapports police avec les mouvements sociaux ou avec les jeunes. Donc ne croyez pas que c'était plus simple dans les périodes des années 60 ou 70 quand il y avait des grands mouvements et qui n'aboutissaient pas nécessairement à des résultats. Donc il est très clair que ce sont les mouvements sociaux qui préparent les alternances politiques. Y aurait-il eu la victoire de François Mitterrand en 1981 si, 13 ans plus tôt, il n'y avait pas eu mai 68 qui avait fait déjà considérablement évoluer les esprits? Est-ce que Lionel Jospin aurait gagné les élections législatives en 1997 s'il n'y avait pas eu un mouvement en 1995? Et moi-même, est-ce que j'aurais gagné les élections en 2012 s'il n'y avait pas eu déjà un grand mouvement contre la réforme des retraites que présentait et qui avait été voté par mon prédécesseur? Donc c'est pas le fait que les mouvements sociaux n'obtiennent pas satisfaction, c'est le fait qu'ils ne peuvent pas se traduire en débouchés politiques. D'où le rôle des partis. Il n'y a pas de démocratie sans parti. Et c'est quand les partis sont faibles qu'on a ce problème de désengagement. Où aller? Comment aller? Comment être utile? Comment faire en sorte que le pays puisse avoir des alternatives? Regardez, tout à l'heure on parlait de l'extrême droite. C'est un parti structuré aujourd'hui, l'extrême droite. Organisé, fédéré, dirigé. Les autres partis n'ont pas, peut-être parce qu'ils n'y croyaient déjà plus à cette forme d'organisation très traditionnelle. C'est quoi un parti? C'est des élections internes. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup au Rassemblement national, mais ce n'est pas le problème. C'est une section, une fédération, des lieux de débat, des lieux d'élaboration collective. C'est ça un parti. Et quand ils ne jouent plus leur rôle, je disais par exemple, pour les dernières élections législatives de 2022, pas loin, je ne pense pas qu'il y ait un candidat devenu député qui se soit présenté après avoir été élu par une assemblée de citoyens. Or, dans les partis politiques, avant d'être candidat, ou pour être candidat à quelque élection que ce fût, il fallait avoir été désigné par les militants, les adhérents de sa famille politique. Et ce n'était pas facile. Donc c'est ça aussi un parti, c'est un apprentissage de la démocratie. Alors l'autre question sur la responsabilité, bien sûr que quand je vois l'état de la gauche en général, je me dis qu'on a tous une responsabilité, et moi forcément puisque j'ai gouverné, j'ai dirigé le pays. Enfin, c'est pas moi qui ai provoqué la fragmentation. Là aussi j'évoquais ce qui est l'unité d'un parti, c'est essentiel l'unité d'un parti. On peut avoir des débats, mais à un moment, quand la ligne est fixée, il faut que chacun la respecte. Quand on commence à ne plus respecter la ligne, ce qui s'est produit d'ailleurs à la fin de mon mandat, c'est là que la dislocation peut se produire. Mais aujourd'hui, quand je regarde l'état de la gauche, c'est pas mon mandat. Mon mandat, je peux le revendiquer, je peux voir ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait ou ce qui n'a pas été bien fait. Mais ça fait bientôt, hélas, 7 ans que j'ai quitté le pouvoir.
Donc c'est plus le sujet. Même si je pense qu'il faut toujours s'inspirer du passé. Il faut toujours dire qu'on représente, pour la gauche et pour les socialistes en particulier, qu'on représente une histoire dans laquelle je suis. C'est-à-dire dire voilà ce qu'on a fait, voilà ce qu'on a produit, voilà ce qu'on a réussi à conquérir pour les jeunes, pour les moins jeunes, pour la population. Voilà ce qu'on a fait. Si on n'a pas de bilan, on n'a pas d'avenir. C'est ça qui compte. Surtout quand on est un parti de gouvernement, quand on est un parti de rien du tout. On peut se présenter, on n'est engagé par rien. Et d'ailleurs, une des formules pour le Rassemblement national, c'est de dire vous ne nous avez pas essayé. Si c'est ça le seul. Il y a beaucoup de gens qu'on n'a pas essayé, heureusement. Si quelqu'un se présente devant vous, vous ne m'avez pas essayé, non, je ne vous ai pas essayé. Je n'ai pas envie de vous essayer. C'est pas parce que je ne vous ai pas essayé que vous pouvez prétendre. C'est quand même un principe un peu étrange. Mais d'autres, on les a essayés. Ceux qu'on a essayés, il faut qu'ils vantent ce qu'ils ont fait et avouent ce qu'ils n'ont pas bien fait pour qu'il y ait de l'envie d'y retourner. Mais pas d'y retourner pour faire la même chose, parce que les sujets sont déjà différents. Il y a d'autres conquêtes à arracher, d'autres libertés à prendre, d'autres revendications, d'autres inégalités à corriger. C'est tout ça, chose qu'on doit faire. Alors ensuite, à la confiance. Ça, vous avez eu raison d'insister là-dessus. Vous n'avez pas fait toute la tirade, hein, je le remarque. Moi, président, c'était plus long. Mais c'était peut-être trop long pour mon interlocuteur de l'époque. Donc alors, moi, président, il y avait l'idée de la confiance. Et c'est l'idée peut-être la plus difficile à mettre en œuvre, parce qu'elle est fondamentale. Et ça, j'en ai fait moi-même l'expérience. La confiance, on l'a quand on est élu. Et puis elle se dégrade au fur et à mesure du temps. Comment la maintenir, la confiance? Comment expliquer à des Français qui n'en peuvent plus la patience? Comment leur dire qu'on ne pourra pas tout faire? Non pas tout faire de ce qu'on avait promis, généralement on fait ce qu'on a promis, mais de tout faire, tout ce qu'ils avaient espéré, attendu. Et donc moi, ancien président, je reconnais que c'est la question majeure, la confiance. Parce que s'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas peut-être même de vote et pas de soutien d'une action. Et regardez aujourd'hui combien il est difficile, sauf en période de crise, de recueillir la confiance. Les moments où j'ai vécu avec le plus d'intensité l'idée de la confiance, c'est au moment des épreuves, des attentats. Là, j'ai senti que le pays faisait confiance, donnait sa confiance. Il ne fallait pas la trahir. Mais c'était un moment tellement rude, une épreuve tellement grave, que pour le citoyen, il délègue au président de la République et à son équipe, au gouvernement, il délègue l'essentiel. Est-ce que je vais être protégé? Est-ce que nous allons être unis dans ce qui se produit? Est-ce que les bons moyens vont être utilisés? Est-ce qu'il n'y aura pas un risque pour les libertés? C'est ça, la confiance. On l'a retrouvé peut-être aussi pendant la crise sanitaire. Est-ce que je fais confiance à ceux qui vont me dire comment il faut se protéger? Donc la confiance, c'est l'essentiel en démocratie. Et c'est ce qu'il faut absolument préserver, toujours, et retrouver quand c'est possible. Et quand elle se brise, la confiance, c'est là qu'il y a cette distance que vous avez très bien résumée entre les citoyens et le pays. Et la dernière question, elle est également fondamentale. Qu'est-ce qu'on reproche, en l'occurrence? Pas simplement à la politique, mais à l'État d'une manière générale. C'est pas sa présence, c'est son impuissance, son sentiment d'impuissance. C'est assez injuste, parce que sur beaucoup de sujets, j'ai évoqué l'international, les questions majeures de sécurité, l'État est là. On peut évoquer les services publics, l'État est quand même là. Il n'y a pas d'impuissance. Mais l'impuissance, pour beaucoup de citoyens, c'est le sentiment que nous, on n'avance pas. C'est ça qui explique à un moment le vote populiste. C'est que je n'avance plus. Et si je n'avance plus, je régresse. Et donc, il y a une impuissance à ne pas me faire progresser, à ne pas me permettre de croire en l'avenir. Et ça, c'est un défi considérable pour les démocraties. Les régimes autoritaires n'ont pas besoin de montrer leur puissance. Ils sont puissants par nature, y compris par la répression qu'ils exercent. Mais nous, en démocratie, c'est vrai qu'il faut démontrer l'efficacité et la puissance. Peut-être aussi parce que l'État est trop lourd, peut-être aussi parce qu'il n'a pas suffisamment décentralisé, peut-être aussi parce qu'il ne fait pas confiance aux corps intermédiaires, syndicats, associations, élus locaux, qui pourraient être des meilleurs
agent de transmission justement de la responsabilité. Mais en tout cas, c'est vrai que la question de la puissance renvoie à la question des institutions. Est-ce qu'un changement des institutions rendrait l'État plus efficace et le sentiment de puissance pourrait-il être démontré? Je ne crois pas. Je pense que nos institutions méritent d'être corrigées, et notamment le fait que le Parlement n'ait pas les pouvoirs qu'il devrait avoir, et le fait qu'il y ait une concentration trop grande dans les mains du président de la République avec un gouvernement dont on ne sait pas exactement à quoi il sert. Et donc ça, c'est un problème de nos institutions. Mais corriger nos institutions, changer même nos institutions, ne modifierait pas la question de l'efficacité. L'efficacité, c'est qu'est-ce qui va changer pour chacun d'entre nous. Et à un moment, il faut peut-être aussi réfléchir, qu'est-ce qui doit changer, non pas simplement pour chacun d'entre nous, mais pour la nation dans son ensemble. Quand j'étais candidat, je l'ai été plusieurs fois, y compris à des élections locales, notamment des élections municipales, je rencontrais des citoyens qui me disaient « Qu'est-ce qui va changer pour moi? Et si vous êtes élu, qu'est-ce qui changera pour moi ?» Et à la fin, je leur disais « Rien. Et ça changera pour tout le monde. Ça changera pour la ville, ça changera pour la nation si on doit être candidat. » C'est ça qui doit être important. Sortir simplement d'un rapport individuel. Or, nous avons tous une individualisation de nos rapports sociaux. Donc, arriver à trouver un sens collectif qui nous emmène tous et qui renvoie à la question de l'impuissance, peut-être à un niveau secondaire. Peut-être une dernière question ou deux dernières questions? Ce serait bien une question de la salle, une question du bureau pour qu'on ait... Là, il y a quelqu'un qui a le micro. En tout cas, elle a le pouvoir. Pardon? Ah oui. Selon vous, quel impact a tous les événements politiques et sociaux sur l'engagement et l'abstention des jeunes? Je vais vous évoquer un événement qui, à mon sens, a impacté toute la République française, lors des attentats, par exemple, durant l'entre-mandat. Est-ce que vous pensez sincèrement que ça a eu un impact sur les élections législatives ou présidentielles et aussi sur le rapport des jeunes? Ensuite. Et une dernière question, après on va répondre. Bonjour Monsieur le Président, je m'appelle Louis Oten, je suis étudiant en classe préparatoire au concours commun des IEP au lycée Val-de-Seine de Grandvilliers. Ma question est la suivante. En 2012, lors de votre campagne, vous affirmiez que votre véritable adversaire n'avait pas de visage, pas de nom et pas de parti, qu'il s'agissait du monde de la finance qui nous gouverne dans l'ombre. Aujourd'hui, en 2023, la France perd encore 89 milliards d'euros dans les niches fiscales, soit un quart des recettes fiscales de l'État. Ma question est donc la suivante. Considérez-vous encore que le monde de la finance doit être l'ennemi principal de la France? Et si oui, pourquoi n'arrive-t-elle pas à y faire face? Merci. Il n'y a plus de questions? Non. Les dernières des dernières. Oui, bonjour. Je suis là. Bonjour Monsieur le Président. J'avais une toute dernière question. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se la posent dans cette salle. C'était de savoir si vous, en 2027, vous comptiez vous engager ou vous abstenir. Je vous remercie. Je me doutais bien qu'il y en avait une dernière. Bon, alors d'abord, sur l'impact d'un événement sur des comportements politiques d'engagement ou de désengagement. Lorsqu'il y a eu les attentats terroristes, ma crainte, c'était qu'il puisse y avoir une division du pays et une forme de méfiance, de défiance dans notre vie en commun. Je pouvais penser aussi que ça pouvait nourrir des sentiments xénophobes, racistes ou des mises en cause de Français d'origine étrangère. En réalité, ça n'a pas été le cas. À court terme, ça n'a pas été le cas. Le pays a fait bloc à ce moment-là et j'ai eu la conviction qu'il n'y avait pas de risque de ce côté-là de désagrégation. Est-ce que dans votre génération, ça a eu un effet? Je pense que ça a eu un effet. C'était donc il y a 9 ans.
et vous avez vécu forcément, comme enfant, comme adolescent, cette tragédie, de savoir si on allait vivre encore sous pression terroriste, et avec des risques que l'État islamique continue de nous hanter. Et quand il y a eu les attentats, enfin l'attentat à Moscou, beaucoup de ceux qui avaient vécu directement ou indirectement le Bataclan y ont forcément songé. Est-ce qu'on ne va pas revenir à un cycle comme ça d'attentats terroristes? Donc je dois à la fois dire que ça n'a pas eu de conséquences immédiates, mais que ça a eu sans doute pour beaucoup de citoyens une cicatrice qui a été posée là et un risque qu'elle se réouvre. Mais ce qui compte face à un acte terroriste qui vient de l'extérieur, même s'il peut être commis par des gens qui avaient la nationalité française, ce qui était le cas, ce qui compte, c'est le mouvement que nous sommes capables de produire pour dénoncer le terrorisme et pour ne pas lui laisser la place. Et je dois dire que, notamment quand il y a eu des grandes manifestations comme après l'attentat contre Charlie, ou même quand il y a eu des réactions comme après l'attentat du Bataclan, je pense que le pays a été vraiment à la hauteur. Mais il y a toujours un poison qui circule et qui fait qu'il peut y avoir des partis qui utilisent cette peur, toujours la peur, pour nous opposer à nous-mêmes, pour briser l'unité nationale ou les valeurs que nous portons. Donc c'est pour ça que tout événement qui se produit, et vous, dans votre génération, c'est un événement majeur comme la crise sanitaire, ça laisse des traces. Toute génération est construite par rapport à des crises qu'elle traverse. Et vous, votre génération, elle est forcément bousculée par 3 crises. La crise terroriste qui a marqué vos esprits, mais qu'on a dépassée. La crise sanitaire qui a quand même conduit à beaucoup d'isolement. Et la crise climatique. Si j'y ajoute quand même la guerre en Ukraine, ça fait beaucoup quand même pour une génération. Donc c'est pour ça que votre génération doit être regardée non pas comme une victime, il ne faut pas avoir de point de vue victimaire, mais mérite quand même le soutien de la nation. C'est ça que j'essaye de vous dire, c'est que quand on vit autant d'épreuves, on peut effectivement être pris par l'idée d'un désengagement. Ben, au contraire, c'est face aux épreuves qu'on doit s'engager davantage contre le fanatisme, contre le régime autoritaire et le nationalisme, ou contre le risque climatique qui doit quand même nous mobiliser. Ensuite, la finance. La finance, elle a été pour partie régulée depuis quelques années. Vous vous souvenez, la crise des subprimes, tout ça avait déstabilisé la zone euro, avait créé un mouvement de panique sur les marchés, les banques étaient menacées, et on a pu, heureusement, pendant quelques années, introduire des règles. Mais néanmoins, la spéculation, elle demeure, même si on a lutté contre les paradis fiscaux, même si on a essayé de faire une loi bancaire pour détacher les activités de crédit des activités de spéculation. Chaque fois qu'il y a des épreuves, il y a toujours une part de spéculation. Il y a toujours ceux qui essaient de s'enrichir sur, non pas le malheur, mais en tout cas sur les désordres du monde. On le voit même avec la guerre en Ukraine. Il y a une spéculation qui se fait sur les matières premières, il y a une spéculation qui peut se faire sur le contournement des sanctions, etc. Donc la spéculation, oui, la lutte contre la spéculation, contre la finance qui ne sert pas l'économie, elle demeure. Quelquefois, les gens venaient me voir en disant « Alors c'est vrai, vous voulez vous en prendre au système bancaire ?» Mais pas du tout. Heureusement qu'il y a des banques qui prêtent, heureusement qu'il y a du crédit qui se fait aux particuliers ou aux entreprises. Ce qui est en cause, c'est l'utilisation de la finance simplement comme une recherche de gains sans création de richesse. Et donc, de ce point de vue, je reste convaincu. Après, il faut distinguer la lutte contre la finance du rapport avec l'entreprise. Quelquefois, certains m'ont dit « Ah, vous aviez dit que la finance était votre ennemi, mais vous avez aidé les entreprises. » Oui, j'ai aidé les entreprises à un moment où le chômage était très élevé et où il y avait un risque que ça se dégrade encore dans l'économie et qu'il y avait des entreprises qui risquaient de faire faillite ou en tout cas de vivre de très grandes difficultés qui les auraient conduits à licencier. Et pour moi, l'objectif, c'était de lutter contre le chômage. L'aide aux entreprises ne me paraît pas choquante quand elle est dans une perspective de maintien de l'emploi ou de développement de l'emploi. Lorsqu'elle est sans contrepartie, c'est vrai que ça pose un problème de niche fiscale, comme vous l'avez dit, et de coût pour la nation. Il faut toujours évaluer ce qu'une aide peut rapporter et ce qu'elle coûte. Et aujourd'hui, on a un déficit budgétaire qui est très important, dont je ne suis pas responsable. Mais
Mais il faut à la fois maîtriser nos comptes publics, ça c'est important, éviter d'être nous-mêmes victimes de spéculation, parce que quand un pays s'endette, pourquoi il faut réduire le déficit? Pas parce que Bruxelles nous le demande, parce que les critères de Maastricht. Il faut réduire le déficit parce que lorsqu'on emprunte sur les marchés, on emprunte avec des taux d'intérêt. Si à un moment la spéculation s'empare des marchés, il faut payer des taux d'intérêt très élevés aux pays qui sont endettés. C'est hélas les pays pauvres, ça peut être les pays qui peuvent avoir momentanément une crise de trésorerie, mais ça peut être aussi un jour le nôtre. Donc c'est pour ça que c'est important de maîtriser les comptes publics et d'éviter que la finance vienne nous percuter à travers ces mouvements spéculatifs. Alors ensuite, sur 2027, oui, je vais m'engager. Je vais m'engager pour qu'il puisse y avoir des solutions qui soient proposées pour notre pays. Je vais m'engager parce que j'ai des idées, je n'ai pas changé d'idée entre le moment où j'étais socialiste et député, etc., le moment où je suis devenu président et le moment où je suis sorti de l'Élysée. J'ai toujours les mêmes idées. Donc je m'engagerai toute ma vie, pas simplement pour 2027, toute mon existence, ce qui me sera donné de vivre, pour mes idées. Et je ne me laisserai pas simplement impressionner par l'air du temps, par la fatalité d'une élection qui serait, paraît-il, déjà connue. Non, je vais m'engager parce que je considère que c'est l'essentiel. Et que je l'ai fait quand je n'étais pas forcément à Jean-Baptiste de Lassalle. Ce n'était pas facile de s'engager à Jean-Baptiste de Lassalle à l'époque, mais dès que j'en suis sorti, oui, je me suis engagé. Et bien je vais continuer de le faire. Et je vous appelle à faire le même effort. Ce n'est pas un effort de vous engager. C'est même... non pas un plaisir, parce que vous trouvez des gens qui sont engagés comme vous, qui ne sont pas forcément agréables à fréquenter, ça peut arriver. Mais c'est un bonheur de s'engager. Je l'ai vécu comme un bonheur de pouvoir rencontrer des personnes qui partagent le même idéal que moi. C'est un bonheur de convaincre, un bonheur de changer ce qu'on peut de l'existence des autres. Donc oui, 2027, je vais m'engager pour mes idées. À bientôt alors. De venir à Rouen, de revenir dans votre ville natale et dans cette belle université de Rouen-Normandie. Évidemment, quand on est à la fin d'une conférence, il y a le moment des remerciements. Je vais essayer d'être bref. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'avoir fait le déplacement et merci à l'ensemble de votre équipe d'avoir rendu ça possible. Je veux aussi remercier et l'ensemble des équipes de pasteurs qui ont fait un sacré travail pour aujourd'hui. Je remercie l'ensemble des membres de mon bureau que je viens de me rejoindre parce que merci beaucoup les amis, c'est grâce à vous que ça existe. Et merci à vous tous les d'être là. N'oubliez pas d'aller regarder les vidéos. Et j'aimerais, s'il vous plaît, chers amis, que vous réserviez un tonnerre d'applaudissements à Madame la sénatrice Tocqueville, grâce à qui nous avons pu rentrer en contact avec le président.